Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir Sophie. Il est 19h, bienvenue à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce jeudi 21 novembre, les amoureux de la glisse peuvent commencer à farter. Les stations vont ouvrir dès ce week-end dans les Pyrénées. Les précipitations sont aussi conséquentes qu'inattendues. Simple rite initiatique de passage de l'adolescence vers l'âge adulte ou recherche inquiétante d'une défonce à bon marché, l'alcool chez les jeunes fait des ravages. Médecins et associations de prévention tirent la sonnette d'alarme. Enfin, en marge de la semaine européenne de réduction des déchets, vous verrez qu'il n'y a pas d'âge pour éduquer sur le recyclage. 70 à 80 cm de neige fraîche dans la station de Baqueira. Le domaine ouvre ce week-end. Idem pour les Angles ou pour Portet-Puymorens. C'est l'hiver avant l'hiver. Et les amoureux de la glisse peuvent se réjouir plus tôt que d'habitude. Cette année, les détails avec Jérôme Bolloc. Les stations de ski pyrénéennes peuvent se réjouir. La neige est au rendez-vous tôt cette année. Un facteur souvent signe de bonne saison côté enneigement. Il est évident que le fait que la neige tombe maintenant, dans un moment où les journées sont très courtes, donc où elle peut vraiment se poser, où on peut bien la travailler, où en plus il y a du froid, le bon taux d'humidité, mais ça fait ce qu'on appelle communément une bonne sous-couche. Et ça veut dire qu'après, il peut se passer beaucoup de choses. C'est-à-dire que les conditions météo qu'on aura au mois de février, au mois de mars, on ne les connaît pas. Mais il est évident que là, on est dans des conditions préparatoires, on va dire, qui sont excellentes. Toulousains et Espagnols font partie des fidèles du massif. L'un des objectifs cette année est de diversifier la clientèle. Globalement, au niveau du massif, la clientèle étrangère représente moins de 10% de la clientèle du massif. Et dans ces 10%, il y a une grosse partie de la clientèle étrangère qui est tenue par nos amis espagnols. Voilà. Donc c'est un des objectifs prochains de la Confédération, c'est d'aller chercher de nouvelles clientèles au nord de l'Europe et dans la région parisienne principalement. Côté nouveauté 2013-2014, dès ce week-end, les amateurs de sensations fortes pourront découvrir le nouvel espace freeride de la station du Pic du Midi. Et chaque année, les amateurs de vins nouveaux attendent avec impatience ce troisième jeudi du mois de novembre pour fêter l'arrivée du Beaujolais. La tradition se fête dans toute la France et la Ville Rose n'échappe pas à la règle. De nombreux bars et cavistes toulousains organisent ce soir des dégustations du vin primeur, comme la tradition l'exige. Un rendez-vous important pour le monde viticole. Et si le Beaujolais est évidemment le premier vin primeur auquel on pense, le Sud-Ouest peut s'enorgueillir d'en posséder un en AOC dont la renommée grandit d'année en année. Le Gaillac primeur à consommer avec modération. Et oui, effectivement, recommandation essentielle à plusieurs titres. On le sait, l'alcool fait de plus en plus de ravages chez les jeunes. Si la consommation démarre de plus en plus tôt, parfois dès 9 ans, les cas de réelle dépendance restent heureusement très rares. Simple rite initiatique ou recherche inquiétante d'une défonce à bon marché, quel que soit ses visages, eh bien, l'alcool constitue un danger réel pour les adolescents. Il est impliqué dans 30% des accidents de la route chez les 18-24 ans et est responsable chaque week-end de comas éthyliques et de violences diverses, comme nous l'explique tout de suite le docteur Corinne Sayad, médecin urgentiste, addictologue, au micro de Raphaël Bauduin et d'Alain Sorat. C'est le grand format de cette édition. Une étude montre que 54% des jeunes qui sont en CM2 ont déjà bu une goutte d'alcool. C'est énorme. Alors le phénomène donc, des jeunes enfants effectivement dès le CM2, c'est un phénomène que l'on rencontre, donc qui est quand même assez rare. Mais il faut comprendre que la consommation d'alcool commence toujours par une initiation. Donc souvent c'est lors des fêtes familiales, des baptêmes, des mariages où des enfants essayent d'imiter l'adulte. Souvent c'est malheureusement banalisé, c'est-à-dire que les parents, par méconnaissance peut-être, ne mesurent pas le risque que prend un enfant de prendre une goutte d'alcool, parce qu'un enfant, il a un cerveau en maturation, il ne doit pas consommer de l'alcool. Ce n'est pas du tout indiqué. Donc c'est comme la première cigarette. C'est toujours une initiation famille ou les copains. 90% des jeunes au lycée disent avoir déjà bu de l'alcool. C'est également un phénomène très important. Alors comme je disais, ça commence dans le primaire. Souvent, ça continue bien sûr au collège. Que ce soit donc l'alcool, après c'est le tabac ou du cannabis que l'on retrouve après en association tout souvent avec le tabac. Ça peut s'expliquer par le fait d'avoir débuté une consommation. La consommation au départ, ça procure toujours un plaisir. C'est toujours comme ça que ça démarre. Ce n'est pas du tout une contrainte. Donc ça commence par un plaisir et ce plaisir malheureusement
Au fur et à mesure des années, donc ça se pérennise au lycée et malheureusement ça continue dans la vie étudiante. C'est comme ça que l'on peut expliquer donc la pérennisation donc de l'utilisation du produit et surtout le début de l'entrée dans une addiction. À partir de quand un jeune est alcoolique? Le terme alcoolique m'ennuie un peu. On dira qu'un jeune a un problème, un mésusage d'alcool, un mésusage qui peut être dans l'abus ou qui va aller dans la dépendance. Donc quelqu'un qui commence dans la vie quotidienne, à perdre du temps pour rechercher, consommer le produit, qui commence par exemple à avoir une envie très très forte, qu'on appelle le craving, une envie très très forte de consommer le produit. Et s'il commence à avoir des dommages, c'est-à-dire des dommages point de vue de la vie courante, que ce soit au niveau de l'école, des dommages au niveau des accidents, qu'il arrive aux urgences même une fois, ça c'est pas normal. On peut se demander si cette personne ne commence pas à avoir une dépendance à l'alcool. Et vraiment, là je dirais c'est un stade tardif. Parce que notre but c'est de repérer ces gens-là avant qu'ils arrivent à ce stade-là. Il y a un phénomène très actuel, le binge drinking, boire le plus vite possible. Vous le constatez aux urgences? C'est un phénomène effectivement que l'on voit depuis plusieurs années. La recherche donc d'une défonce, la recherche d'une alcoolisation massive est importante. Justement dans ce but d'obtenir donc cet effet de défonce. Ce qu'on remarque actuellement, c'est qu'on a il y a une notion qui arrive, c'est la notion d'alcoolisation massive importante, qui en fait prend la notion de temps. C'est-à-dire les alcoolisations en moins de 2 heures. Donc ça, c'est une notion qui est différente. Au-delà de l'alcool, est-ce qu'il y a un effet d'emballement? Est-ce que l'alcool entraîne le tabac, entraîne des drogues? Lorsqu'on commence à utiliser un produit, par exemple que ce soit l'alcool, malheureusement, il y a souvent des polyconsommations. C'est-à-dire, on va commencer aussi le tabac, on va essayer de tester le tabac, après ce sera le cannabis, et après on pourra passer à des drogues qu'on appelle un peu plus dures, qui sont illicites en France. C'est l'usage de ces produits peut entraîner d'autres usages, que ce soit par exemple les jeux vidéo, que l'on rencontre beaucoup chez les jeunes, et ça commence très très tôt dès le primaire. Ce sont des enfants c'est prouvé, auront toujours plus tard beaucoup de problèmes par rapport à des problèmes d'apprentissage et de mémoire, que l'on décèle pas dans les médias, on les voit beaucoup plus tard. Ce sont des consommations après, quand on teste ces produits, on a envie de passer à autre chose. Après, ce sera l'héroïne, la cocaïne, que l'on trouve malheureusement. Donc, si je peux résumer, les gens qui commencent à utiliser un produit, si on arrête un produit, ils vont peut-être le compenser par un autre. Le but, c'est vraiment d'essayer d'éviter d'arriver au stade de la dépendance. Quelle structure pour prendre en charge ces jeunes? Nous avons des consultations d'addictologie à l'hôpital de Purpan. Et nous avons bien sûr des équipes qui s'occupent par rapport à des drogues plus dures. Ensuite, nous avons bien sûr des partenaires au niveau en réseau ville-hôpital qui travaillent, donc qui s'occupent donc des addictions par rapport aux enfants. Et nous avons aussi des consultations par rapport à une association donc qui est l'AAT, qui s'occupe particulièrement de la consultation pour les parents. On ne peut pas se passer de la prévention. Elle est vraiment très importante et primordiale. Et au chapitre social, cette mobilisation des gardiens de prison, ils étaient une 50aine à bloquer la maison d'arrêt de Seyss en début de matinée. Ils réclament notamment l'abrogation de la loi qui doit mettre un terme à la fouille corporelle systématique des détenus. La Cour européenne des droits de l'homme avait assimilé ces fouilles à des traitements inhumains et dégradants. Oui, et cette mobilisation, Marie, des gardiens à Seyss s'inscrivait dans le cadre d'un mouvement national qui se suit de région en région. La direction de la maison d'arrêt de Seyss était donc informée de cette mobilisation et avait pris des mesures pour décaler les heures de parloir. Et on passe à une autre mobilisation, celle des salariés de l'entreprise Altran. Depuis quelques semaines déjà, les salariés demandent notamment la suppression de leurs frais kilométriques. Ils dénoncent des conditions de travail qu'ils jugent de plus en plus dégradées. Altran, je vous le rappelle, est l'un des sous-traitants d'Airbus. Les salariés ont organisé une opération de tractage ce matin devant les bâtiments de l'avionneur ainsi qu'un pique-nique dans le hall de leur bâtiment à Blagnac. Et les syndicats anticipent une suppression importante de postes au cours des prochaines années liées à des fins de programmes aéronautiques. On écoute justement sur ce sujet Loïc Deschamps, délégué syndical CGT, et Arnaud Maury, directeur exécutif Grand Sud-Ouest chez Altran, au micro de Jérôme Bolloc.
Altran, anticipant également cette baisse de charge, n'a aucun intérêt à fidéliser ses salariés, donc a intérêt à dégrader leurs conditions et à faire en sorte que les gens partent d'eux-mêmes. Ça évitera éventuellement de payer un plan social et des mesures de reclassement. Donc c'est pour ça qu'on nous annonce une coupe drastique dans les remboursements de frais, qui sont des positions unilatérales de l'employeur et non pas une négociation syndicale. À partir de là, il y a des gens qui, vis-à-vis des frais kilométriques qu'ils percevaient jusqu'à présent et pour lesquels ils ont accepté depuis plusieurs années des augmentations vraiment ras du plancher et des salaires d'embauche également très minorés, vont perdre 4, 5, 6, 7 000 euros par an. Dans la dynamique qui est la nôtre aujourd'hui, on n'a pas encore tous les éléments qui permettent de faire des évaluations de gains ou de pertes dans l'application de cette nouvelle politique de frais. Donc dire je vais perdre ceci, je vais perdre cela, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas une réalité constatée puisqu'on n'a pas nous-mêmes encore l'ensemble des éléments concernant cette nouvelle politique de frais. Donc, on va déjà attendre que la politique de frais soit présentée en décembre et puis sur ces bases-là, effectivement, vous vous doutez bien que ce n'est pas un sujet qu'on prend à la légère, donc on va regarder chaque cas de façon individuelle pour voir les effets que ça peut avoir et puis regarder comment on peut gérer tout ça au mieux. Nous vous en avons souvent parlé sur TLT, le visage du centre-ville est en pleine mutation. Avec la fin d'une grande illusion, les galeries Lafayette Maison ont fermé leurs portes, vous le savez, et ce grand magasin plus que centenaire, le Capitole comme on l'appelle, devrait être remplacé par l'enseigne Primark. Oui, c'est le leader de la mode à bas coût, Marie, très populaire à Londres. Le groupe britannique Primark, en s'implantant à Toulouse, ouvre ainsi sa toute première enseigne dans le centre d'une grande ville en France, une ouverture qui devrait s'accompagner, on l'espère, de près de 300 emplois créés. La date d'ouverture n'est pas encore précisément arrêtée. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le coût du rachat des galeries Lafayette Maison. Il est estimé à 16,5 millions d'euros. On ouvre une page santé à présent avec la journée de dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale. C'était la 2e édition cette année. Manifestation à l'hôpital Rangueil et au parc des expositions. L'anévrisme de l'aorte abdominale est responsable d'environ 7500 décès chaque année. On estime que cette pathologie touche même 5% de la population. Marie Larpan. L'aorte est la grosse veine qui amène le sang du cœur aux organes et aux membres. Quand elle est saine, ses parois sont bien parallèles et son diamètre compris entre 16 et 22 mm. On parle d'anévrisme après sur une dilatation de plus de 3 cm. Les signes cliniques sont en général absents et c'est quand l'anévrisme se rompt que du coup il y a du coup un risque de décès qui est pratiquement de 1 sur 2 avec une hémorragie cataclysmique au niveau abdominal. Face à cette absence de symptômes, une seule solution, le dépistage grâce à une simple échographie. La Haute Autorité de Santé recommande de dépister en priorité les hommes entre 65 et 75 ans, fumeurs ou anciens fumeurs, et les patients porteurs d'antécédents familiaux dans le domaine. En cas de découverte d'un anévrisme, 2 options se présentent, la surveillance ou l'opération. Alors ça va être en fonction de la taille de l'anévrisme qu'il va y avoir un suivi donc échographique parce que l'échographie c'est un examen qui n'est pas invasif, simple. Donc on va proposer une surveillance qui va dépendre de la taille de l'anévrisme. À partir de 5 cm, on va avoir une indication à traiter cet anévrisme. Et on traite ça comment? Alors les anévrismes sont traités soit chirurgicalement, soit par technique endovasculaire. On va garder quand même la paroi artérielle base, mais à l'intérieur, si vous voulez, on va mettre une prothèse pour que le sang passe dans la prothèse. Aujourd'hui, sur les 2 sites de Toulouse, à l'hôpital de Rangueil et au parc des expositions, 450 personnes ont été dépistées, 11 cas d'anévrisme ont été découverts. Et il n'y a pas d'âge pour éduquer au recyclage. En marge de la semaine européenne de réduction des déchets, une initiative originale. Ce matin à la maternelle Nicolas Poussin, une école pilote d'Aucanville. Opération qui s'inscrit dans le cadre d'un atelier pédagogique qui se poursuit toute l'année. Il s'agit tout simplement d'apprendre aux enfants à recycler leurs déchets, comme l'a constaté Marlène Canal. L'objectif, c'est de séparer les gros morceaux et les petits morceaux du compost. Donc les petits morceaux, c'est ça qui va nous servir à faire l'engrais pour le jardinage quand vous allez faire les ateliers jardinage. Donc comment ça marche? Donc tu veux bien me tenir la cagette? Dans cette école, depuis 1 an, tous les déchets de la cantine, les déchets organiques, restes de repas, épluchures de fruits, de légumes sont triés pour ensuite alimenter le compost. Tout est traité sur site pour éviter que les déchets n'aillent dans la filière classique. L'objectif du jour pour ces enfants de maternelle et de primaire, c'est le criblage de la terre. Je jardine. C'est bien parce qu'on trie la terre. Des os, des asticots, des morceaux de bois. Et ça c'est bon pour la terre ou pas? Non. Ça c'est ce qu'il ne faut pas remettre. C'est le reste de nourriture dans le poulet.
C'est ce que vous n'avez pas mangé? Oui, ça se mange pas, sinon c'est tout dur, c'est que pour les chiens en fait. On va après donner à manger à la terre. Ils comprennent l'action après l'avoir fait en fait. Il leur faut l'action pour comprendre l'intérêt de l'activité. Ils sont contents d'avoir touché et d'avoir participé au nettoyage entre guillemets de la terre qu'ils vont pouvoir utiliser pour planter les fleurs. Ce projet pédagogique expérimental est développé pour que les enfants puissent appréhender tout le cycle de la matière. Il s'agit de former les éco-citoyens de demain, et ce, dès le plus jeune âge. Il ne faut pas croire, même les petits, donc ils ont déjà des notions engrais, plantation. S'ils ne le font pas chez eux, ils ont soit de la famille ou des proches qui peuvent les accompagner ou leur montrer un peu comment on jardine. Et donc ils ont déjà des petites notions et il s'agit de les accompagner à être des acteurs un peu plus responsables pour l'avenir. Et puis même eux, ils ont aussi donc une valeur de démonstration auprès de leurs parents en leur disant voilà ce que je fais à l'école, donc pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à la maison par exemple. Le compost sert ensuite d'engrais pour les ateliers jardinage de l'école ou pour les espaces verts de la commune. Devant la réussite de cette opération, 6 autres sites vont être créés à Aucanville. Et on ouvre une page de sport à présent avec un coup de projecteur sur Kenny de Schepper. Joueur de tennis français, il s'entraîne à Colomiers. Il vient de terminer la saison à la 81e place mondiale après un excellent parcours à Wimbledon. Oui, ce joueur donc columérin n'est pas en vacances pour autant puisque les championnats de France par équipe viennent tout juste de débuter. Kenny de Schepper qu'on voit à l'image à l'entraînement défend son club évidemment. Samuel Prieur et Fanny Madamour l'ont rencontré la semaine dernière. Entretien avec un géant des cours, 2,03 m tout de même. Est-ce que tu as des matchs références qui te reviennent à l'esprit? Sur ma saison, oui, déjà Wimbledon où je bats Juan Monaco, numéro 20 mondial. Et c'était un match plein où j'étais bien dedans, j'ai fait un bon match et puis en plus c'était une qualification pour le 8e de finale. Et après j'ai un bon souvenir quand même de ma défaite en 8e parce que j'étais avec Adrian Manarino, le dernier français en lice, et c'était sympa. Donc je suis passé dans les journaux, c'était un bon tournoi. Tu es 81e mondial, mais tu as fait une pointe à la 67e, c'est ton meilleur classement pour le moment, hein. C'était après Wimbledon. C'était après Wimbledon, ouais, durant l'été. Et c'est mon meilleur classement de l'année. Et là je suis pas très loin, quelques points près. J'y suis presque mais non, il faut faire mieux l'an prochain. Ouais. Et à noter que l'US Colomiers Tennis a malheureusement perdu ses 2 premières rencontres par équipe. Il leur reste 3 journées de championnat. On croise les doigts. Un mot de rugby à présent avec des prolongations de contrat en série au Stade Toulousain. Le 3/4 centre Yann David resté lié dans le club jusqu'en juin 2018. Gillian Galland formé chez les Rouges et Noirs est sous contrat jusqu'en juin 2017. Enfin, Vasil Kakovin, le pilier géorgien, a quant à lui prolongé de 2 ans son contrat, soit jusqu'à la fin de la saison 2017. Pour terminer du hand, c'est ce soir. Le Phoenix Toulouse Handball reçoit Nantes au Palais des Sports pour le compte de la 10e journée de la LNH. C'est à 20h30, une belle affiche entre le 4e et le 5e du championnat. Les Nantais, vous le voyez sur ces images, avaient éliminé les joueurs de Joël Da Silva en Coupe de la Ligue en début de saison, Marie. À noter que les Toulousains sont privés de Jérôme Fernandez et de Daniel Angelkovic, leurs 2 principaux meneurs de jeu. On termine avec une exposition, Marie. À voir à la médiathèque José Cabanis jusqu'au 14 février 2014. Il était une fois l'homme. Exposition consacrée à Nino Ferrer. Le chanteur aurait eu 79 ans. Et pour les 15 ans de sa disparition, son label propose aujourd'hui 3 nouvelles références qui seront disponibles le 30 septembre. Une intégrale et 2 compilations, Nino Swing et Nino Kids. Nino Ferrer qui a fait chanter la France avec son ton plus que décalé, acide même diront certains. On se souvient évidemment de La Maison près de la Fontaine et surtout du tube planétaire Le Sud repris dans toutes les langues. Des images que vous voyez de Greg Lamazer qui lui a consacré un courrier Sud spécial avec l'un de ses fils, Pierre Ferrari, le commissaire de l'exposition. C'était le 15 novembre dernier. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci Marie et bonne soirée. À très bientôt sur TLT.